Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok, parfait. Alors, on continue notre cours d'audit de la dernière fois. Donc, on était toujours dans l'introduction à l'audit. Donc, on disait qu'il existe des modèles d'audit des systèmes informatiques et des systèmes d'information de manière générale, et qu'un modèle, c'était tout simplement une base de données qui va servir de référence. Donc, c'est une référence en matière de pratique à suivre quand on fait de l'audit. Donc, on avait parlé de l'audit de besoin, dans lequel on va essayer d'identifier est-ce qu'il y a un besoin d'avoir un système d'information ou non. On avait parlé du fait qu'il est nécessaire de faire une analyse de l'existant pour savoir ce qui existe dans l'entreprise comme document, etc. Ensuite, on détermine la cible. Ça veut dire qu'on va essayer d'identifier un modèle de circulation des documents, on va essayer d'éliminer les redondances dans les graphes, les dispersions de l'infrastructure, etc. On a même donné des exemples qui se faisaient au niveau de l'état civil. Il y a un autre modèle d'audit, ce qu'on appelle le modèle d'audit de connaissances. Donc là, on n'a pas d'objectif. Donc à la base, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir. Par contre, on connaît le domaine du métier. Donc le métier pour lequel on va faire l'audit, on le connaît. Là, vous allez avoir besoin d'une équipe intégrée, donc des experts du métier, par exemple des experts dans l'administration de l'information, des experts en data mining. Et là, ça va être un travail itératif. Ça veut dire quoi un travail itératif? Ça veut dire qu'on va faire des prototypes et on va refaire à chaque fois pour raffiner notre prototype et arriver à un modèle optimal. Donc le but, c'est quoi? C'est de modifier à chaque fois le format des données et leur disposition jusqu'à arriver à une meilleure représentation des données dans la disposition la plus optimale. Donc pour cela, on va utiliser des algorithmes d'apprentissage et de visualisation de données. Et on va utiliser ce qu'on appelle des fouilleurs de données. C'est des choses que vous allez voir en intelligence artificielle. Normalement, vous avez un module pour ça cette année avec madame, j'oublie toujours son nom. Donc, le lien qu'on va retenir, donc généralement c'est des liens empiriques entre les données, ça va être le lien qui semblera être le meilleur pour la représentation des données. Généralement, c'est un lien qui est déjà inconnu de l'utilisateur, ça veut dire que c'est une représentation de données que l'utilisateur n'utilisait pas, qu'on peut expliquer par la suite, donc explicable a posteriori, donc on peut expliquer pourquoi est-ce qu'elle a été retenue, et surtout, elle doit être utile à l'entreprise ou à l'utilisateur qui va les utiliser par la suite. Généralement, dans ce type de modélisation, on va utiliser des arbres, des règles et des prototypes pour arriver à ce qu'on appelle un refinement models. Il faut savoir que généralement, quel que soit l'audit qu'on va utiliser, ça restera un audit pour lequel il y a certains principes qu'on doit respecter. Alors déjà, on doit commencer par définir la finalité de cet audit. Est-ce que c'est un contrôle fiscal? Est-ce que c'est un contrôle de sécurité? C'est quoi comme audit et pourquoi est-ce qu'on le fait? Généralement, il doit être explicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir expliquer tout résultat auquel on est arrivé. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, oui, il y a fraude fiscale, ou oui, ce système a été piraté. On va vous dire, comment vous le savez? Ah, je suis un expert, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser ce qu'on appelle des moyens d'investigation. Bon, dans notre cas, ça va être des moyens d'investigation numériques qui sont jugés nécessaires et suffisants. Ça veut dire qu'on doit pouvoir expliquer comment on est arrivé à ce résultat et pourquoi on est arrivé à ce résultat. Il faut savoir que généralement, l'audit et les forensics, c'est des domaines très proches l'un de l'autre.
La seule différence qui existe, c'est que le forensique, c'est une investigation numérique légale. Or, l'audit, il n'est pas légal. Légal, pas dans le sens autorisé ou non. Dans le sens, il a une valeur juridique. Pourquoi? Parce que le forensics doit apporter la preuve. La preuve qui est imposable devant une cour de justice. Or, l'audit, vous apportez une preuve, mais qui n'est pas forcément imposable devant une cour de justice. Ça ne veut pas dire que votre preuve n'est pas valable. Ça veut dire tout simplement que le moyen de récolte de la preuve n'est pas un moyen normalisé pour être reconnu par la justice. Et la normalisation passe par deux phases. Par l'habilitation de la personne qui récolte la preuve et par l'habilitation du processus de récolte de preuves. Sur le plan technique, les deux se ressemblent. Ils sont très proches. Seulement, la différence existera sur le plan juridique et sur les précautions qui vont être utilisées pour la préservation de la preuve. Dans l'audit, vous n'êtes pas obligé de préserver la preuve matérielle. Vous préservez la preuve de son existence. Par exemple, une capture d'écran va suffire. Or, dans une preuve judiciaire, bien dans un forensics, le fait de même de garder uniquement la capture d'écran va vous dire non, ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'un expert de la partie adverse doit pouvoir faire ce qu'on appelle une contre-expertise. On ne peut pas faire une contre-expertise sur une photo. Donc, généralement, dans le module sécurité applicative, quand on arrivera à la partie forensics, c'est là qu'on va voir tout ça en détail. Bon, on ne va pas trop s'attarder sur ça maintenant. Alors, quand on fait un audit, il y a des règles à respecter. D'abord, l'audit doit porter non seulement sur le jugement, donc il ne s'agit pas uniquement de faire une approbation ou une condamnation, mais il faut préciser ce qu'il aurait fallu faire. Il ne s'agit pas de dire, voilà, le système Ayan fait plein de failles, il faut l'arrêter. Non, il faut dire, il y a des failles de sécurité. Pourquoi il y a des failles? Parce que vous voyez l'erreur que vous avez faite. Et voilà comment il faut corriger. Voilà, rappelez-vous ce qu'on avait dit au départ, il faut donner les points négatifs et les points positifs. Il ne s'agit pas uniquement de donner les points négatifs. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas des critiques de cinéma. L'audit consiste à faire quoi aussi? À comparer ce qu'on observe à plusieurs référents. En d'autres termes, on compare ce qui existe à ce qui devrait exister. Parce que je ne peux pas vous dire auditer le système. Oui, mais il est censé faire quoi? Il est censé obéir à quelle norme? Il est censé respecter quelle pratique? Est-ce que vous avez une politique interne? Par exemple, on a comme un système pour auditer. Il y a une politique de sécurité, ما عنديش. Est-ce que عندك un cahier de charge? ما عنديش. Est-ce que j'ai rien? Moi, en tant qu'auditeur, je vais vous dire, vous voulez quoi comme audit? Un audit de conformité à quoi, si c'est un audit de conformité? Un audit de sécurité. Mais par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a un niveau de sécurité attendu? Est-ce qu'il y a un niveau de... Ou là, est-ce que nous avons le système ou là, tu veux un pentest uniquement? Personnellement, j'ai eu affaire à des institutions qui vous demandent de faire un audit. Ils disent ni politique de sécurité, ni cahier de charge, j'ai rien. Dès l'audit. Oui, mais l'audit par rapport à quoi? Je veux savoir si je peux être piraté ou non. Ensuite, dès que vous commencez l'audit, c'est un réseau, Allah Barak, il y a un dos imparfait. Ça s'arrête là. Pour eux, la sécurité, c'est imparfait. Et sachant qu'ils ont plusieurs accès réseau vers l'extérieur, mais avec un pare-feu qui protège un accès. Voilà, on a pu vous faire ça et ça et ça. Le pare-feu. Je ne suis pas passé par le pare-feu. Alors, imaginez, vous avez affaire à un DSI. Je ne suis pas passé par le pare-feu. Je suis par le pare-feu. Le pirate, je sais le pare-feu. Donc, dans leur tête, parce qu'ils ont un pare-feu, tout le monde doit passer par leur pare-feu. Et si vous contournez le pare-feu, ce n'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas faire d'audit à n'importe qui, ni sous n'importe quelle condition. La tâche de l'auditeur aussi doit être clairement définie. Pourquoi est-ce qu'on dit clairement définie? Par rapport à l'objet de ce qu'il doit faire
et à l'aspect de l'audit à mener. Parce que si on ne vous définit pas correctement les choses, vous allez déborder. Et si vous débordez, ça va être de la perte de temps, d'énergie et d'argent. Et vous n'atteindrez jamais votre objectif. En tant qu'auditeur, vous ne devez pas remettre en cause la finalité de votre audit. Dans le sens où vous allez dire, ah, ça c'est plus simple à faire, ou ah, ça c'est pas intéressant, je préfère faire ça. Ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de facilité. Vous êtes censé faire ce qu'on vous a demandé de faire. Aussi, il y a une autre règle, l'audit doit être toujours faisable. N'acceptez jamais un audit que vous jugez infaisable. Je peux vous donner un exemple. Quelqu'un va vous dire, voilà, je veux un audit de mes systèmes. Bon, prenons un exemple d'une compagnie, Air Algérie. L'audit, les PC, les Andes. En une semaine. Mademoiselle Dria, pourriez-vous le faire? Mademoiselle Dria, est-ce que vous êtes avec nous? Non, vous n'êtes pas avec nous, vous ne pourrez pas le faire. Alors, monsieur Tossi, est-ce que vous pourrez le faire? Pourquoi? Que ce soit Dria ou Tossi, pourquoi vous ne pourrez pas le faire? Pourquoi est-ce que vous jugez qu'il n'est pas possible d'auditer tous les PC d'Air Algérie en une semaine? Alors, il y a trop de PC. Alors, moi, je vous simplifie la chose. Vous avez une équipe de 20 auditeurs avec vous. Vous avez allez, 15 jours avec 20 auditeurs. Alors, tous c'est Dria et Lucie. Vous êtes trois. Alors tout aussi dans un premier argument, je ne peux pas faire l'estimation sur quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Ça, c'est un argument. Mais il y a un autre argument qui est plus important. Mademoiselle Dria, ou bien Hamadash, ou si quelqu'un d'autre a la réponse. Monsieur Brahma, par exemple. Je suis le DSI, je suis en train de vous dire, auditez-moi tous les PC Bluehead. Vérifiez la sécurité de mes PC. Est-ce qu'ils sont piratables ou non? En fait, si je parle de cette manière, parce que c'est le langage que vous allez avoir de la part de beaucoup de vos futurs clients, jusqu'au moment où ils vont comprendre que ce n'est pas le langage qu'il faut avoir et qu'ils vont ramener un ingénieur ou bien un expert qui travaille chez eux qui va vous parler. Alors, le premier problème que vous allez avoir, est-ce que vous connaissez le nombre de PC? Tossi a soulevé le problème suivant. Je ne peux pas faire une estimation de quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, même s'il a déjà audité auparavant. Regardez le langage du client. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le premier cours. Je vous ai dit, on fait généralement un profilage. Si c'est des PC qui ont la même configuration, ça ne sert à rien de les auditer un à un. Or là, le client, il fallait qu'il s'auditer en Bluehead. Déjà, première erreur.
Deuxième erreur, vous ne savez pas il a combien de PC. Un de 10, 100, 1000, 10 000, 15 000. Vous ne pouvez pas juger si vous avez le temps ou vous n'avez pas le temps si vous ne connaissez pas déjà le nombre de PC. C'est la première erreur que vous avez faite. Deuxième erreur, est-ce que les PC se ressemblent? Est-ce qu'ils ne se ressemblent pas? Il faut savoir qu'un auditeur, avant de rendre quoi que ce soit comme réponse, il a besoin d'avoir des informations. Il doit lui-même collecter des informations sur le client. Et vous ne devez pas avoir honte de poser des informations, des questions avant de pouvoir répondre. Prenez un exemple. Je vais vous dire, voilà, je vous charge d'auditer telle division en 3 jours. Je vais ton responsable. Oui, d'accord, donc نديرها. ما على بالكش même pas la division واش عندها comme équipement. ما على بالكش واش من audit. Vous ne savez pas est-ce qu'ils sont répartis géographiquement ou là là. Imaginez la division que vous allez auditer. عندهم un siège في Alger, واحد في Tamanrasset, واحد في Annaba. Déjà rien qu'en déplacement, vous allez perdre combien de temps? Et là pour Air Algérie, l'exemple qu'on a pris. Ils ont combien d'agences? Ils sont répartis où? Est-ce que qui auditer les PC? Est-ce que règle l'Algérie ou là à travers le monde, leurs agences à travers toute la planète? Déjà, rien qu'en Algérie, si on compte les agences par wilaya, ce n'est pas faisable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, l'audit doit toujours être faisable. Mais pour savoir si c'est faisable ou non, il faut poser les bonnes questions au préalable. Ensuite, l'autre point qui est très important, les moyens et les actions de l'auditeur doivent être adaptés exclusivement, mais exhaustivement au sujet de l'audit. Avez-vous les moyens de le faire? Aussi, les actions que vous allez faire, vous allez les consacrer exclusivement à l'audit. Vous ne pouvez pas me dire, par exemple, dans tel département, on m'a chargé de l'audit, mais de l'audit parallèlement à tes missions quotidiennes. Ça, ce n'est pas un audit. Ensuite, l'audit informatique doit impliquer des méthodes et les programmes sensibles de l'application. Tout ce qui est saisie d'informations, recyclage d'anomalies, bibliothèque. Donc, vous devez tout vérifier. Maintenant, il faut savoir qu'en tant qu'auditeur, vous devez garantir la sécurité de vos documents de travail et de vos rapports. Vous en êtes responsable. Et vous devez les sécuriser même pendant le processus de diffusion au destinataire final. Maintenant, tout ce qui est diffusion en dehors du destinataire final ne vous concerne pas. Ça veut dire que vous êtes responsable de la sécurité de ces documents le destinataire jusqu'au moment où le commanditaire de l'audit. Vous devez mettre en place des mécanismes pour sécuriser ces documents, parce que c'est des documents qui sont très sensibles. Maintenant, si lui veut les diffuser en dehors de ce cercle, c'est de sa responsabilité de sécuriser les documents. Ce n'est plus de la vôtre en tant qu'auditeur. Je répète, ce n'est plus la vôtre en votre qualité d'auditeur. Maintenant, si vous avez une autre qualité, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tant que votre qualité d'auditeur, la sécurisation de ces documents s'arrête à ce niveau-là. Maintenant, en tant qu'auditeur, vous avez une déontologie à respecter. Qui dit déontologie veut dire des règles de conduite. Alors, la première règle, il est strictement interdit de cumuler l'audit et le conseil. Et là, vous allez voir qu'à travers le monde, celui qui fait l'audit ne fait pas le conseil. Alors, qui peut me dire c'est quoi la différence entre auditer et conseiller? Alors, monsieur Mellah, est-ce que vous avez une idée? Mellah, une fois. Monsieur Mellah, est-ce que vous êtes parmi nous au moins? Alors, est-ce que vous avez une idée c'est quoi l'audit et c'est quoi le conseil? Oui ou non? Pour éviter de faire perdre du temps.
Merci, M. Millah. Monsieur Tebtoub, une idée sur le conseil de l'audit. Alors, Tebtoub, aucune idée. Lucifaya, alors, c'est un avis alors que nous tout. Alors, il faut savoir que l'audit est une activité de contrôle, effectivement. Seulement l'audit, rappelez-vous ce qu'on a dit, il doit sortir avec des recommandations. Maintenant, les recommandations de l'auditeur, c'est des recommandations d'ordre général, dans le sens où, vous allez dire, à titre d'exemple, vous devez avoir un parfum. Mais ce n'est pas votre rôle en tant qu'auditeur de dire, sur le marché, il y a telle et telle marque de parfum, telle marque elle est meilleure que telle marque, nous vous recommandons d'acheter telle marque. Ça, c'est un travail de conseil. Ce n'est pas un travail d'audit. Un auditeur a pour mission, par exemple, de dire le flux, il passe en clair, le flux doit être chiffré pour assurer la confidentialité. La vulnérabilité, c'est que votre flux est en clair, vous devez le chiffrer. Ça, c'est le travail de l'auditeur. Le travail du conseil, c'est de dire vous devez chiffrer. Nous vous recommandons un chiffrement matériel ou bien un chiffrement logiciel utilisant tel et tel algorithme. Pour cela, nous vous recommandons d'utiliser telle application ou bien tel équipement qui coûte entre tel et tel prix, etc. Ça, c'est le travail du conseil. Le conseil vous accompagne dans le déploiement de solutions. L'audit, il est là pour contrôler et faire des recommandations. Et généralement, les deux sont antagonistes. Pourquoi? Parce que votre rôle en tant qu'auditeur, c'est de donner une recommandation de sécurité, mais pas d'accompagner dans le choix des solutions. Et pourquoi on vous dit vous n'accompagnez pas dans le choix de solutions? Parce que votre responsabilité juridique s'arrête là aux limites de votre métier. Parce que vous allez voir par la suite, quand on va avancer dans le cours, que vous êtes tenu responsable juridiquement de ce que vous dites dans votre rapport d'audit. Ça veut dire vous auditez quelqu'un, vous lui dites vous avez telle et telle vulnérabilité, nous vous recommandons de faire telle et telle chose. Si la vulnérabilité n'existe pas et que vous n'arrivez pas à le prouver, il peut vous attaquer en justice. Si vos recommandations ne sont pas cohérentes, il peut vous attaquer en justice pour dommages et intérêts, pour dommages que vous auriez causés plutôt. Donc imaginez à cela, vous lui rajoutez le matériel qui coûte tant. Et il trouvera que le prix n'est pas le bon prix. Il vous attaque en justice, et que dans ton rapport d'audit, il coûte tant ou il ne coûte pas tant, donc peut-être c'est la différence. Alors, par contre, un cabinet conseil, il a un autre type de contrat qui le lie à son client. Par la suite, dans le cours, on verra comment se fait le contrat d'un auditeur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'obligations dans le contrat d'un auditeur que vous ne trouverez pas dans les contrats types d'un cabinet conseil ou bien d'un autre métier. Les obligations de résultat pour l'auditeur n'ont rien à voir avec les obligations de résultat d'un cabinet conseil. Et contrairement à ce qu'on dit, le cabinet conseil, ce n'est pas un avis. Ce n'est pas un avis, non. Le cabinet conseil, c'est des recommandations aussi qu'il va donner. Parce que le cabinet conseil, s'il me conseille d'opter pour une solution que ce n'est pas la bonne solution, je peux aussi l'attaquer en justice. Or, les corps de métier qu'il a sont différents du corps de métier à l'auditeur. Si je reviens vers l'histoire, tu as les parfaits. Le cabinet conseil qui relie quel parfait, c'est qu'il a des experts qui sont formés sur les parfaits. Et qu'il a des experts formés sur d'autres marques. Donc, il connaît la différence en détail dans les marques. C'est des gens qui sont spécialisés dans les parfums. Or, vous n'avez pas ce domaine de spécialité. Alors, on vous dit aussi, un auditeur doit démontrer qu'il a les compétences nécessaires.
Et comment il démontre qu'il a les compétences nécessaires? Rien qu'en acceptant la tâche. Donc l'acceptation d'une tâche est garante du fait que l'auditeur a les compétences nécessaires dans le domaine. Aussi, il doit être rapide, il doit être précis, et il doit s'intéresser au système d'information dans sa globalité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas utiliser uniquement des éléments automatisés ou au contraire ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des auditeurs, ils oublient que des scanners de vulnérabilité, il va les utiliser pour scanner les parties automatisées du système et qu'on le sait bon, ça, ce n'est pas un auditeur. Ensuite, à la fin de votre travail, vous devez formuler des conclusions motivées. Motiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez justifier tout ce que vous dites avec des preuves. Donc, vous devez justifier tout ce qui est en relation avec l'objet de votre audit, l'aspect, les résultats, la période, le temps qui a été consacré. Il faut savoir que dans un rapport d'audit, vous allez avoir des mentions du type. Par exemple, nous avons tenté une attaque par brute force sur votre port SSH. L'attaque a commencé à 20h03, l'attaque s'est terminée à 21h05. Le résultat de l'attaque, on a pu accéder avec une capture d'écran. Bon, pour les prochaines fois, je vous ramènerai, ce sera pendant les séances de TP, je vous ramènerai des rapports d'audit. Ceci vous permettra de voir un peu comment les choses se font concrètement. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on doit justifier l'heure de chaque action qu'on fait dans le rapport d'audit? Vous allez voir que dans un rapport d'audit, toute action qui a été faite est tout simplement heure début, heure fin. Mademoiselle Drian, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on met l'heure de début et l'heure de fin à chaque fois? Alors, première remarque venant de Hamada, c'est pour comparer avec les logs du système. Effectivement, tout simplement pour comparer avec les logs du système, voilà. Parce que le but, c'est quoi? Vous êtes en train de faire un audit. Imaginez que pendant votre audit, le client s'est fait attaquer. Est-ce que les pertes engendrées sont de votre responsabilité ou non? Si dans votre rapport d'audit, vous mentionnez, voilà les heures auxquelles j'ai travaillé, voilà ce que j'ai fait à chaque heure, avec des preuves à l'appui, bien sûr, soit des enregistrements vidéo, soit des captures d'écran. À ce moment-là, votre client pourra comparer avec ces logs pour savoir est-ce que réellement l'attaque venait de vous ou de quelqu'un d'autre. En même temps, vous allez remarquer par la suite que lors de la négociation d'un contrat d'audit, votre client peut vous dire, moi, je vous autorise à m'auditer que le soir, de 20h à 5h du matin. La journée, vous n'avez pas le droit de m'auditer. Donc, vous devez lui prouver dans votre rapport que toutes les actions que vous avez faites se sont déroulées de 20h à 5h du matin. Alors, il faut savoir que un auditeur doit avoir une démarche démonstrative, rigoureuse et exhaustive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre rapport d'audit doit servir à former votre client. Pourquoi est-ce qu'on parle de le former? Parce que le client doit être capable, sur la base de votre rapport, de reproduire toutes les conclusions que vous avez. Je donne un exemple. Vous lui dites que votre serveur web est vulnérable à une attaque. Bon, on va prendre quelque chose de très simple. À une attaque de type XSS. Sachez que le jour où vous allez faire ce qu'on appelle la séance de confrontation, vous allez avoir le commanditaire de l'audit en face de vous, qui est le responsable de l'entreprise, ou bien le responsable de la cellule d'audit. Vous allez avoir celui qui paye, donc le financier, et vous allez avoir l'équipe du DSI.
et éventuellement, s'ils ont un service RSSI, vous allez avoir le RSSI ou bien ses subordonnés sur la table. Ces gens-là vont vous dire à chaque fois parce que vous êtes en train de les accuser. Vous êtes en train de leur dire vous faites mal votre travail. Eux, ils vont le prendre de cette manière. Donc, imaginons que voilà, votre serveur web est vulnérable, j'ai pu faire ça, ça et ça. La preuve. La preuve, ça va être quoi? Ça va être les captures d'écran que vous avez dans votre rapport d'audit. Ou bien des enregistrements vidéo que vous avez fait, donc des captures vidéo du travail que vous avez fait. Ils doivent accompagner votre rapport d'audit lors de la présentation finale. Maintenant, ils peuvent vous dire carrément, parce que des fois vous pouvez tomber sur des clients de très mauvaise foi, on doit essayer de le faire nous-mêmes pour prouver que c'est nos systèmes sur lesquels vous l'avez fait. Et dans ce cas de figure, si votre rapport ne détaille pas les étapes, comment vous l'avez fait, et si devant vous, ils essaient de le faire et que ça ne marche pas, ils peuvent vous accuser de fraude. C'est pour ça qu'on dit que ça doit être un rapport démonstratif. Donc, il doit démontrer comment j'ai pu atteindre tel résultat, quelles sont les étapes que j'ai suivies, etc. Alors, on arrive à la partie qui nous intéresse réellement. Alors, l'audit de sécurité, c'est quoi? C'est un audit qui vise à évaluer tout simplement le niveau de sécurité, évaluer la posture de sécurité d'un organisme. Il vise aussi à évaluer le risque de compromission. Ce risque dépendra de plusieurs facteurs, notamment la surface d'exposition à Internet. C'est un facteur parmi d'autres, que les choses soient claires. Cette surface d'exposition doit vraiment être, impérativement, doit être évaluée. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une surface d'exposition? Alors, on va demander au retardataire, Omar, Monsieur Zafoun, qu'est-ce qu'une surface d'exposition? La règle est toujours la même. Soit vous dites je ne sais pas, soit vous répondez. Si vous ne répondez pas, vous êtes expulsé de la réunion. Soit vous dites je ne sais pas, soit vous répondez, soit vous êtes expulsé. Monsieur Zafoun. Pas de réponse. Monsieur Ben Bouahla. Qu'est-ce qu'une surface d'exposition pour vous? Là, quelle zone, justement? La zone de quoi? Alors, l'ampleur des composants vulnérables et exposés à être piratés. Alors, je ne suis pas très d'accord avec vous sur la zone exposée à être piratée pour une raison très simple. C'est que le piratage peut être de l'intérieur comme il peut être de l'extérieur. Là, on est en train de parler de surface d'exposition à Internet. Monsieur Hadjo, l'ensemble des services du système, pas forcément. Parce que nous pouvons avoir des services qui sont isolés d'Internet. Alors, Wafek, vous parlez des points par lesquels l'attaquant pourrait s'introduire, de l'intérieur ou de l'extérieur? Harouni, surface d'attaque. Oui, mais quelle surface d'attaque? Les vecteurs d'attaque, ce n'est pas les vecteurs d'attaque, parce que les vecteurs d'attaque, c'est autre chose. Hamadash, les points faibles, oui, mais quels points faibles? Là, on est en train de parler de surface d'exposition à Internet. Faites attention. Alors, mademoiselle Dria, c'est la bonne réponse. C'est les points de connexion à Internet. Alors, quels sont les points auxquels je suis connecté à Internet? Il faut savoir que le réseau d'une entreprise est un organisme vivant. Et je pèse bien mes mots. Vous pouvez avoir les institutions les plus sécurisées qui vont vous dire, nous avons une politique de sécurité très stricte. Nous avons 2 points d'accès Internet et ils sont super bien protégés, croyez-moi. Leurs 2 points d'accès sur Internet sont très, très, très bien protégés. Vous essayez de travailler avec eux pour faire un audit, vous allez découvrir tous les virus de la planète, même ceux qui n'existent pas, sur leur machine. Ils vont se poser la question, les journaux de log, il n'y a aucun virus.
Et quand ils vont suivre le petit fil, ils vont arriver à la conclusion que tel jour, telle personne a utilisé une connexion illégale. C'est quoi une connexion illégale? Il essaye de se connecter pour faire un travail, pour un travail de renseignement ou de recherche. Les sites auxquels il voulait accéder étaient bloqués. Au lieu de faire une note de service, le responsable de la sécurité, voilà, déverrouillez-moi ce site, etc. Il était pressé parce que son supérieur, Kalo, il le résultat, etc. Le fait de son téléphone mobile, il a activé le partage de connexion, il s'est connecté à son téléphone via une machine qui est connectée au réseau de toute une institution. Ça, c'est une connexion Internet qui n'a pas été comptabilisée lorsqu'on a fait l'évaluation des risques. Vous pouvez avoir pire, on a vu pire, quelqu'un qui va ramener avec lui un équipement de connexion à distance et il va se connecter à un réseau le réseau à une maison qui n'est pas loin, etc. C'est pour ça qu'on vous dit l'évaluation de cette surface d'exposition est un élément très important. Alors, quand on parle d'audit, nous avons plusieurs types d'audits. Alors, nous avons l'audit des applications web ou bien l'audit des ce qu'on appelle les applications ou bien les applications lourdes. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, l'application web, c'est les applications que vous allez trouver sur Internet. Les applications lourdes, c'est les applications qui sont développées en local et qui sont installées sur votre machine. Nous avons l'audit par rapport aux surfaces d'exposition. Donc, c'est un audit qui est intrusif et qui peut même être un audit physique. Et nous avons ce qu'on appelle les pentests, bien les tests d'intrusion, qui peuvent être soit des tests internes, soit externes. Donc, dans les tests internes, vous allez essayer de vous introduire dans le réseau en essayant d'endosser le rôle d'un simple employé avec zéro privilège. Parce qu'il faut savoir que dans les entreprises et dans les réseaux professionnels, vous avez plusieurs niveaux de privilèges. Vous avez le simple employé qui n'a pas de privilège, vous avez d'autres employés qui ont un peu plus de privilèges jusqu'à atteindre le niveau ultime, qui est les administrateurs qui disposent de tous les privilèges. Ou bien vous pouvez faire votre test d'intrusion de l'extérieur. De l'extérieur, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui ne travaille pas dans l'entreprise et qui essaye de pirater cette entreprise, soit via Internet, soit via d'autres moyens qu'on avait vus un peu l'année passée. Il y a aussi ce qu'on appelle l'audit de vérification ou bien l'audit de conformité. Ça veut dire soit ils vont vous donner un cahier des charges et ils vont vous dire est-ce qu'on respecte ce cahier des charges, soit ils vont vous donner leur politique de sécurité et ils vont vous dire est-ce qu'on respecte réellement cette politique ou non. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un écart très important entre la politique théorique et la politique pratique qui est appliquée par l'organisme. Et généralement, cet écart peut être dû soit aux administrateurs qui ne font pas correctement leur travail, soit à des limitations matérielles, parce que celui qui a fait la politique, ce n'est pas celui qui va implémenter. Celui qui va implémenter est confronté à plusieurs problèmes, notamment des problèmes liés au budget, aux moyens, aux serveurs, aux pannes, etc. Donc, des fois, il va prendre certains raccourcis, soit à l'utilisateur final, qui ne respecte pas les consignes de sécurité qu'on lui a données, et parce que l'institution, bien l'entreprise, n'a pas mis en place des mécanismes de contrôle automatisés qui vont permettre de vérifier est-ce que l'employé est en train d'appliquer les recommandations et les consignes de sécurité. Alors, si on parle un peu de la mission d'audit, il faut savoir que dans une mission d'audit, la durée qui est proportionnelle au coût dépend de ce qu'on appelle le nombre d'écrans de la cible. Alors, le nombre d'écrans, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de profils. Pourquoi est-ce qu'on parle d'écran? Alors, imaginons que vous avez affaire à une entreprise normalisée.
On va expliquer pourquoi je parle du terme normalisé. L'entreprise, qu'elle a un serveur web avec un serveur redondant. Redondance qui se fait de manière automatique. J'ai un serveur de messagerie. J'ai un contrôleur de domaine. Un serveur d'application. On a des 100 postes clients. Les postes clients sont configurés automatiquement par les administrateurs et l'utilisateur a zéro droit. Qui dit zéro droit, ça veut dire qu'il ne peut rien installer, qu'il ne peut rien désinstaller. Un domaine à la LDAP où un utilisateur met des dévoils. À part c'est un end user. Là, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que je vais me dire? J'ai combien de profils? J'ai exactement 5 profils. Donc, j'ai 5 vues. Donc, j'ai 5 opérations d'audit sur ces équipements informatiques. Voilà 5. J'ai le serveur web qui va nécessiter des opérations qui lui sont propres. Parce que le serveur redondant, c'est du load balancing, comme je l'ai dit, donc c'est exactement une copie conforme. J'ai le serveur de messagerie. J'ai le serveur, le contrôleur de domaine, le serveur d'application et le poste client. Du moment où le client me dit c'est une copie conforme, je ne vais pas faire 100 ou 200 fois le même travail. Je peux définir un profil d'audit, un certain nombre d'opérations à faire. Maintenant, tout dépend de ce que je vais négocier avec mon client. Soit je le fais sur un seul poste et je pars du principe que conformément à ce qu'a dit le client, c'est des copies conformes et que l'architecture le permet parce qu'il y a un segment réseau. Ou là maintenant, si j'ai 3 segments réseau différents, je prends un échantillon de chaque segment, je fais mon profilage. Dans ce cas-là, je vais avoir 3 postes. Donc le calcul de mon prix et le calcul de la durée de mon audit va se baser sur les 5 profils d'audit. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'entreprise normalisée? Parce que dans une entreprise normalisée, le end-user ne peut rien faire sur sa machine, donc c'est l'administrateur qui va faire une installation automatisée à distance. Maintenant, dans une entreprise non normalisée, un des 100 postes clients, normalement, normalement, on ne sait jamais l'utilisateur que je m'installe, l'utilisateur que je m'ennaha, l'utilisateur que je m'aide. Vous allez poser la question, l'utilisateur, comme droit. Il est administrateur de sa machine. Et là, vous comprenez que vous êtes dans une entreprise qui n'a rien d'une entreprise. Et là, vous vous retrouvez dans l'obligation d'auditer les 100 machines. Donc, vous allez avoir une augmentation exponentielle du prix et une augmentation exponentielle de la durée. Surtout si c'est un audit de conformité. Parce que dans un audit de conformité, s'il y a une machine qui n'est pas conforme, il faut la signaler. Et comme le client était clair avec vous que chaque machine est différente des autres, donc vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans l'obligation d'auditer chaque machine indépendamment des autres. Généralement, dans une mission d'audit, la première matinée de votre audit, vous allez la perdre à installer et à présenter l'environnement. Ça, c'est carrément automatique. Premier jour, c'est toujours une demi-journée de perdu. On installe nos outils, on installe notre environnement, surtout si on est en train de faire l'audit chez le client. Alors, il faut savoir que maintenant, tout dépend du type d'audit. Pour certains types d'audits, notamment les audits de conformité ou bien les audits de sécurité qui se font en collaboration avec le client, parce qu'il faut savoir que l'audit se fait de différentes manières, ça on le verra un peu plus tard. Vous êtes dans l'obligation de faire des check-ups avec votre client. Pourquoi est-ce qu'on fait des check-ups? Pour qu'on soit sûr que l'installation qu'on est en train de faire est sur le bon chemin, donc ce qui se fait dans le premier point. Et nous allons avoir ce qu'on appelle le point final, donc le check-up final, avant de faire la rédaction de notre rapport, pour essayer de lui expliquer tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on n'a pas trouvé, etc.
Maintenant, le dernier jour de l'audit, ce n'est pas celui qui est stipulé sur le contrat. Ça veut dire si j'ai un contrat sur lequel j'ai dit 7 jours d'audit, ça veut dire que je vais arrêter mon audit probablement le troisième ou le quatrième jour. Parce que les 3 jours qui vont rester, ils vont être exclusivement réservés à la rédaction du rapport d'audit. Il faut savoir que le rapport d'audit n'est pas une chose aisée à faire. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et généralement, c'est presque 40% du temps de l'audit. Donc, si vous avez une mission d'audit de 15 jours, il faut facilement laisser 5 jours rien que pour la rédaction de votre rapport. Et le dernier jour, c'est la journée qu'on va réserver pour réviser notre rapport, ou bien trouver quelqu'un dans le cabinet d'audit, ou bien quelqu'un de l'équipe d'audit qui va lire le rapport, essayer de trouver des erreurs, des incompatibilités. Donc, essayez d'avoir un regard extérieur sur le rapport d'audit pour voir s'il n'y a pas des incohérences dans ce rapport d'audit. Et s'il vous plaît, ne jamais transmettre votre rapport en version Word ou c'est toujours en version PDF signée, non modifiable. Parce que vous êtes tenu responsable de ce que vous avez mis dans ce rapport. Alors, une fois que vous avez remis votre rapport, il y a ce qu'on appelle la séance de restitution. La séance de restitution, c'est quoi? C'est une phase durant laquelle vous avez remis déjà le rapport d'audit, le client a eu le temps de le lire, et là, vous allez faire une présentation. C'est comme une soutenance. Donc, vous allez présenter les résultats de votre audit. Et généralement, faire de la partie de restitution, la partie la plus importante pour le client, c'est de présenter les vulnérabilités, l'impact de ces vulnérabilités, c'est beaucoup plus l'impact qui compte, et surtout, les recommandations que vous allez faire à votre client. L'implémentation des recommandations n'est pas de votre responsabilité. Je répète, c'est la responsabilité de l'équipe IT de votre client. Alors, si on essaye de résumer un peu ce que nous avons en audit, donc nous avons l'audit, soit un audit applicatif, soit l'audit intrusif, donc on essaie de s'introduire chez les clients, soit l'audit de sécurité, soit un audit de découverte. Donc on essaie de voir le champ de le client. Soit, et nous avons ce qu'on appelle les notions d'audit, les notions de base. Alors, les notions, nous avons ce qu'on appelle l'audit de périmètre. Nous avons le contexte de notre client, qu'est-ce qu'il cherche à le client, le détail de la mission d'audit. Donc, la mission, c'est la tenue adéquate que vous devez avoir en tant qu'auditeur. Quels sont les points réguliers, donc les points de rencontre que vous allez définir avec votre client. Le test, il doit se faire pendant les horaires clients, généralement. Alors, pour certains types d'audits, il est préférable de faire le test pendant les horaires du client. Pourquoi? Parce qu'il y a certains types de tests où vous allez risquer de crasher les serveurs de votre client. Imaginez que le client n'a pas un service IT le vendredi. Or, Rua, il délivre toujours ses services même le vendredi. Je prends l'exemple d'une banque en ligne. D'une banque algérienne. Le vendredi, il n'y a pas de la banque. Vous êtes en train de faire l'audit, vous allez cracher le serveur de la banque vendredi matin. Vous appelez votre client pour intervenir, pour redémarrer le serveur, il n'y a personne le dimanche. Ça veut dire que vous allez priver les clients de votre client de tout service en ligne durant 48 heures. Et ça, c'est inacceptable pour le client lui-même. Alors, il y a la partie réservée au rapport et à la fin, le reporting dans ce qu'on appelle la restitution. Où vous allez avoir une partie orale et le rapport que vous allez remettre et votre restitution. Généralement, pour la restitution, vous allez utiliser des slides. Alors,
Pour l'audit des différents types, il y a l'audit applicatif que vous allez faire sur le web et il y a l'audit des applications lourdes, comme on l'avait vu tout à l'heure. Pour l'audit intrusif, je peux le faire de l'extérieur comme je peux le faire de l'intérieur, tout dépend où je le fais à mon client. La découverte, elle peut se faire de manière passive, comme elle peut se faire de manière active. De manière passive, je peux essayer de travailler sur les codes sources. Je peux travailler sur tout ce qui est GHDB en utilisant le DNS, qui lui peut être objet à une découverte passive ou bien à une découverte active. Dans la découverte active, je peux aussi... Bon, là, c'est des exemples qu'on vous donne. Hein. Ce n'est pas tout ce qui est découverte passive ou active parce que sinon, je n'aurai pas assez de place pour tout mettre. Je peux avoir de la brute force, du transfert de zone DNS, le scan de port réseau en utilisant une Nmap. Voilà un peu un résumé de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Donc, on continue sur notre cours. Alors, là, on va s'intéresser à la première phase d'un audit quelconque. Alors, cette première phase consiste généralement à faire ce qu'on appelle l'analyse et l'évaluation des risques. Alors, tout à l'heure, on avait dit c'est quoi la SSI. Donc, la sécurité des systèmes d'information, comme on l'a dit, consiste à gérer, à contrôler et à atténuer les risques qui pèsent sur les actifs critiques d'une organisation. Là, il est important de préciser les actifs critiques parce qu'on ne peut pas le faire sur la totalité des actifs. Ça va coûter extrêmement cher. Et il n'existe aucune entreprise ou aucune organisation dans le monde qui va sécuriser la totalité de ses actifs. Maintenant, il faut savoir que si vous travaillez dans un domaine de sécurité, ceci vous impose de vous occuper de la gestion des risques. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Maintenant, si je veux évaluer les risques de sécurité, je dois répondre à un certain nombre de questions. D'abord, quels sont les actifs informatiques critiques de mon organisation? Il faut les identifier d'abord. Qu'est-ce que j'ai qui soit critique? Ensuite, quels sont les 5 principaux processus métiers qui utilisent et qui requièrent de l'information? Pas n'importe quelle information. Ils requièrent des informations critiques. Ensuite, quelles menaces peuvent perturber les fonctions de métier? Et pour finir, maintenant, je sais ce que je veux protéger. Mais je ne sais pas contre quoi. Et je ne sais pas comment. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Vous allez prendre l'exemple de votre faculté, faculté d'électronique et d'informatique. Quels sont les actifs informatiques critiques de la faculté? Bon, on ne va pas aller vers toute l'université, on prendra uniquement la faculté. Alors, ou bien allez-y pour l'université, mais bon, prenez en considération le département informatique, la faculté d'électronique, le rectorat et la scolarité centrale, et le centre de calcul. J'attends une réponse de votre part. Si vous n'avez pas deviné. Monsieur Toulsi, pour commencer. Allez. Quels sont les actifs informatiques critiques de l'université pour les structures qu'on a citées? Alors, commençons doucement. Alors, M. Saoudi qui nous dit les ordinateurs des responsables de licence master et le chef de département. En quoi l'ordinateur est critique? Alors, Hazali qui nous parle des serveurs, des PC, des équipements d'interconnexion.
Alors, vous parlez de quel PC, de quel équipement, de quelles données. Alors, il faut savoir que quand on parle d'analyse de risque, il faut être très précis. Vous me dites l'ordinateur du chef de département. Mais pourquoi est-ce qu'il est critique? Il contient quoi? Qu'est-ce qui est critique à l'intérieur de cet ordinateur? Vous me parlez de base de données. Je vais vous dire quelle base de données. Est-ce que la base de données des fournitures scolaires? Est-ce que la base, vous parlez de la base de données, par exemple, je ne sais pas moi. C'est ça les questions qui se posent. Parce que là, n'oubliez pas, on parle d'actifs informatiques critiques. Ça peut être un actif informationnel, comme ça peut être un actif matériel. Vous me parlez des équipements d'interconnexion. Moi, je vous dirais, est-ce que vous me parlez du switch de la salle de TP 122? C'est un équipement d'interconnexion. Ou bien, est-ce que vous parlez du switch de la salle 126? Si vous me dites oui, je vais vous dire en quoi il est critique. Si le switch de la salle 126 tombe en panne, eh ben, ça peut être le switch qui se trouve sur la table 2. Eh ben, rien ne va s'arrêter. Hein. Même la table 2 continuera à fonctionner parce que le switch, il est là pour des tests. Alors, vous me dites les informations, les données des étudiants. Quelles données? Quelle est la donnée des étudiants que je considérais comme critique? Ben, si je vous disais que Monsieur Saoudi, si je vous disais que son PC ne contient aucune des données que vous venez de citer. C'est pour ça qu'on va commencer par les données les actifs informationnels. Commencer par l'information. C'est toujours la base. Quelles sont les informations qui sont critiques? Réfléchissez en termes d'informations. Oubliez, alors, commencez par oublier les bases de données. Dites-vous qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a rien. Selon vous, quelles sont les informations importantes qui sont critiques? Ça, c'est la première chose à essayer d'identifier. Alors, information 1, sujet d'examen. Oui, les sujets d'examen avant l'examen sont critiques. Alors, on va commencer, mademoiselle Jehan, on va commencer par identifier les informations critiques. Alors, je répète, les sujets d'examen avant l'examen sont critiques. Après l'examen, ils ne le sont pas. Donc là, c'est une information dont la criticité est limitée dans le temps. Faites attention. Un sujet d'examen après l'examen, il n'est pas du tout critique. C'est un document banal. Alors, vous me dites information d'identification des étudiants. C'est quoi une information d'identification des étudiants? Donnez plus de détails. Alors, Hamadash qui nous dit, alors on a dit 1, c'est les sujets d'examen avant l'examen. 2, les notes des étudiants. D'accord? Pour le moment, j'ai 2 informations critiques. Est-ce qu'il y a d'autres informations critiques? Alors, les fiches de paye. Il y a plus critique que ça. Le matricule, emploi du temps, MDR. Bon, je dirais doublement MDR pour les emplois du temps. Alors, au lieu de dire le matricule, je parlerai information d'identification des étudiants qui sont matricules, nom, prénom. La question qui se pose, le point 3, est-il suffisant à lui seul? Je vous dirais non, il est à compléter. Alors, ce que je vous demanderai de faire, en prévision du TP de jeudi, vous allez déjà me répondre aux 3 questions qui sont affichées à ce niveau-là.
Donc, quels sont les actifs informatiques critiques de l'organisation? Donc, on a défini l'organisation. Quels sont les 5 principaux processus métiers qui utilisent ou requièrent ces informations? Et quelles menaces peuvent perturber ces fonctions métiers? On travaillera dessus jeudi après-midi avant de commencer le TP. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et on se voit pour le prochain cours. Je ne me rappelle plus quand. Enfin, on se verra pour le prochain cours.